Politiquement vert, la politique rencontre l'environnement avec Fréquence Terre, votre rendez-vous écologique. Frédéric Benoît. Nous allons aujourd'hui parler de transition énergétique, un grand chantier pour lequel on voit bien que les dirigeants tardent à se mettre à la tâche et pourtant, nous en avons l'expérience. C'est ce que va nous expliquer François Damerval, tête de liste pour le Rassemblement écologiste et citoyen en Essonne. Bonjour François Damerval. Alors, pourquoi ne voit-on pas cette transition énergétique arriver ? La question de la transition énergétique pose malheureusement un énorme problème en France, puisqu'on a déjà vécu une page de transition énergétique. C'était le premier choc pétrolier en 1973, où on s'est retrouvé face à une obligation de changer notre mode de fonctionnement, puisque le pétrole devenait une ressource rare. On en prenait enfin conscience, et donc il a fallu s'adapter avec toute la problématique des risques d'approvisionnement qu'il y avait autour. D'ailleurs, il faut remarquer qu'en 1973 a été la période la plus efficace pour la baisse de consommation d'énergie, puisque à l'époque c'était même une grande cause nationale et que le journal faisait des flashs d'informations dans le journal de 20h sur notre baisse de la consommation. Et puis est arrivé malheureusement dans un mode de fonctionnement qui était très peu démocratique, le nucléaire avec la commission Péon. Nous avons entamé une grosse transition énergétique. Donc quand aujourd'hui on vient nous dire qu'on ne sait pas faire une transition énergétique, on a une grosse expérience en la matière, où on a décidé de transformer toute une partie qu'on avait en énergie fossile avec l'usage d'énergie fissile. Ça n'a pas été sans conséquence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait construit des réacteurs nucléaires, il fallait absolument consommer une grande quantité d'électricité pour consommer ce que produisaient nos réacteurs et pour atteindre leur niveau de rentabilité. On avait aussi des raffineries qui produisaient du fuel où on s'est retrouvé à ne que savoir en faire. Donc il a fallu les transformer. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de se mettre à faire du diesel. Comment expliquez-vous que l'État subventionne les énergies ? Les subventionner, c'est les aider à se maintenir, non ? Je serais plutôt partisan d'un modèle qui ferait tomber une grande partie de l'hypocrisie actuelle, qui est l'arrêt total des subventions au nucléaire et aux énergies fossiles. Et à ce moment-là, la transition énergétique s'entamerait réellement. Et quand on parle de subventions, malheureusement, on a souvent l'acception de la subvention sonnante et trébuchante qui est un chèque fait par l'État à destination des compagnies. Néanmoins, les subventions peuvent avoir différentes formes. Le premier mode de subvention, c'est une baisse des charges qui seraient normalement imputables. C'est le modèle qu'on voit aujourd'hui sur le diesel, et les subventions au diesel, ça ne coûte que 7 milliards de non-rentrées fiscales à l'État. Dans votre théorie, on voit bien que penser durable, cela implique de penser global, et on ne doit pas seulement penser aux coûts directs liés à la production de l'énergie, mais aussi aux risques de cette production. Et là, on voit bien que c'est le nucléaire qui est le grand perdant. Vous avez le modèle du gaz, où vous avez une industrie qui est assez dangereuse, mais dont on peut maîtriser une partie des risques, c'est-à-dire qu'on ne met pas à proximité d'une habitation. Vous avez une installation qui coûte très peu cher à la construction, mais qui va coûter très cher dans son fonctionnement, puisqu'à chaque fois, il faudra acheter du gaz pour l'approvisionner. Vous avez le modèle nucléaire, où vous avez une centrale qui coûte extrêmement cher, mais derrière, vous avez une possibilité de produire à très bas coût l'électricité, parce que le nucléaire ne paye pas d'assurance, puisqu'aucun assureur accepte de couvrir, excepté une assurance d'État, Assuratom, et un plafond d'assurance à 91 millions d'euros pour l'exploitant, c'est-à-dire rien par rapport à ce que coûte réellement un accident nucléaire. Et puis après, vous avez aussi toutes les normes en matière nucléaire qui sont absolument trop basses en France, c'est-à-dire que si on prenait par exemple le modèle de normalisation de pays qui nous sont voisins et donc très proches, nombre de centrales nucléaires devraient fermer aujourd'hui par rapport aux risques qu'elles présentent. Donc on a un système qui permet de favoriser fortement le nucléaire, on a un système qui permet de favoriser fortement le fossile. Quand on prend aujourd'hui l'exemple du pétrole, il peut y avoir un avenir pour le pétrole, et c'est assez bizarre de vous dire ça, mais aujourd'hui nous avons un stock de déchets issus de produits du pétrole qui, recyclés à de multiples reprises,
rentre totalement dans un cadre d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut faire du pétrole sans aller en extraire. Bien, et les énergies renouvelables dans tout ça? Une éolienne, vous avez un coût de capital qui est très fort, même si le capital investi n'est pas extrêmement important. Vous avez un coût d'exploitation qui est un peu supérieur au nucléaire, notamment parce que c'est fortement demandeur en main-d'œuvre. Vous avez le coût du démantèlement, c'est-à-dire que quand vous construisez une éolienne, vous devez provisionner le démantèlement de l'éolienne. Aujourd'hui, pour la question du nucléaire, on a fait le calcul qu'un provisionnement de 15% du coût initial d'investissement était suffisant. 15%, c'est le modèle qui est utilisé aux États-Unis, notamment parce que pour le démantèlement, ils démantèlent les centrales nucléaires aux explosifs. Je ne suis pas sûr que nous aurons une population qui accepte le démantèlement d'une centrale nucléaire aux explosifs. Et quand on parle du fonds de provision pour le démantèlement des centrales, aujourd'hui, il n'est même pas à 15% du coût d'investissement de chacune des centrales. Donc on va se retrouver face à une problématique entre 150 et 200 milliards d'euros pour le démantèlement des centrales nucléaires. Si on fait des modèles comparatifs par rapport à nos voisins qui sont les plus proches et sur des modèles européens. Merci François Damerval. Je rappelle que vous êtes tête de liste pour le Rassemblement écologiste et citoyen en Essonne, ancien chef de cabinet de Corinne Lepage. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.